Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La rencontre avec les populations de la ville de Cotonou ce samedi a mis un thème à la première étape de la tournée nationale du chef de l'État. Dans ce journal, le point de cette rencontre. Réunion par visioconférence du chef de l'État français ce lundi avec les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, des échanges qui risquent d'être très animés. Et puis aux États-Unis, les 538 grands électeurs doivent formaliser aujourd'hui la victoire de Joe Biden à la présidentielle, mais cette année, le vote revêt une importance particulière face au refus obstiné de Donald Trump de reconnaître sa défaite. Bienvenue à toutes et à tous. La première étape de la tournée nationale du chef de l'État a pris fin ce samedi à Cotonou. La rencontre du président Talon avec les populations de la capitale économique du Bénin a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. On fait le point avec Samson Oki. C'est par la principale ville du Bénin, Cotonou, que le chef de l'État Patrice Talon a mis fin à sa tournée nationale de reddition de comptes entamée depuis le 12 novembre dernier. Au palais des congrès de Cotonou ce samedi 12 décembre, sages et notables, autorités politico-administratives, leaders religieux, jeunes et adultes s'étaient massivement mobilisés pour offrir au réformateur national, le président Patrice Talon, un accueil chaleureux. Pour les populations de Cotonou, l'heure est à la reconnaissance face à la grande métamorphose qu'a connue la ville vitrine du Bénin grâce au programme d'action du gouvernement. Dans son discours, le maire Luc Atropo a mis en avant les nombreuses actions concrètes qu'a bénéficié la capitale économique du Bénin. La modernisation des marchés secondaires, la construction du boulevard de la Marina, partant de l'aéroport à la direction de la Loterie nationale du Bénin, long de 5,16 km avec 550 mètres de bretelles et une prévision de tribunes officielles avec la statue de l'Amazone qui donnera un nouveau visage touristique à la ville. L'asphaltage des rues de la ville de Cotonou sur 66 km pour une prévision de 256 km, ce qui améliore nettement la mobilité urbaine. Le contournement nord de Cotonou en vue est une solution par excellence pour désengorger les artères de la ville. Face aux Cotonnois, Patrice Talon a réaffirmé sa satisfaction de voir le Bénin en général et Cotonou en particulier retrouver leur lettre de noblesse. Dans presque tous les domaines, nous avons donné à nous-mêmes, au monde entier, la preuve que nous sommes enfin capables. Pas la preuve que nous avons tout réussi en une fois, comme de la magie, mais que le Bénin, désormais, est capable de faire face à ses besoins d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, ou d'engager une dynamique de construction. C'est l'essentiel. Moi, j'ai la conviction que notre pays est déjà un autre pays. J'ai la conviction que plus rien ne nous effraie. J'ai la conviction que le Bénin, en vérité, est une grande nation. Nous avons même réussi les réformes les plus difficiles, qui nous ont mis à l'épreuve, qui nous ont coûté des sacrifices énormes. Et nous avons tenu. Et aujourd'hui, le constat est que, jour après jour, les uns et les autres voient la pertinence de ces réformes. Cotonou est la 54e ville visitée par le chef de l'État et marque la fin de la première vague de cette tournée nationale. Suivez à présent les impressions de quelques acteurs politiques à la fin de cette rencontre. 60e ville à recevoir la visite du président de la République dans un format différent de ceux que nous avons connus dans les autres villes, puisque les Cotonnois ont eu droit à la projection plus complète et plus détaillée du taux d'exécution du programme d'action du gouvernement. Ce qui a permis au président de la République de constater avec nous. Cette tournée, de façon globale, était nécessaire. Vous voyez, le chef de l'État a dit
Et mieux vaut tard que jamais. Parce que cette tournée était attendue depuis des mois, depuis des années. Et le chef de l'État est venu, est passé dans toutes les 60 communes pour la réduction de comptes, pour le bilan des 4 ans ou 5 ans que nous avons passé ensemble. Et ce bilan, il est positif. Et ce bilan n'est pas l'affaire du chef de l'État seul, c'est l'affaire de nous tous, il a dit. Donc ce bilan était nécessaire d'être exposé. Je crois que le Bénin est en route. Nous ne devons plus reculer et nous devons nous mettre ensemble, faire nos examens de conscience. Ceux qui croient comme nous n'ont qu'à continuer à croire et renforcer leurs croyances. Ceux qui hésitent n'ont qu'à rejoindre la barque du Bénin en marche pour un développement inclusif et durable. J'ai encore revu un autre pédagogue, Patrice Guillaume Atanastanon. Je voudrais encore une fois lui dire merci beaucoup. On a consenti beaucoup d'efforts pour Cotonou, mais c'est tout le monde qui a consenti cet effort-là pour que Cotonou puisse savoir ce qu'il en est. Nous ne sommes en concurrence contre aucune commune, mais il est normal que la ville métropole, que cette ville-là, qui est la ville de Cotonou, cette ville carrefour, cette ville cosmopolite, que cette ville-là puisse étant aussi se révéler davantage et montrer aussi, sans pratiquement que la ville regorge aussi de diversité qu'on a retrouvée dans toutes ces régions-là, que toute cette diversité-là cohabite de jour comme de nuit à Cotonou. Il y a beaucoup d'informations que nous avions, mais il y en a beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas nécessairement au charbon, à l'opérationnel. Avec ce genre de bilan, ça nous permet de consolider ce que nous savons déjà. Ça nous permet de nous donner aussi des éléments de langage pour parler à nos populations qui nous posent des questions. Et je trouve que ça a été un bel exercice auquel le président lui-même s'est livré. Et je pense que c'est très bien. Le pays avance. Le président est assez sûr de son fait. Ça prouve que sa vision, elle est pensée, elle est exécutée. En général, on pense les visions abstraites, mais celle-là, elle est vraiment concrète, d'autant plus qu'elle projette le Bénin dans une renaissance que nous appelons de tous nos voeux. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Oungla, nous fait ici le point de cette 21e journée. 60e ville à recevoir la visite du président de la République dans un format différent de ceux que nous avons connus dans les autres villes, puisque les Cotonnois ont eu droit à la projection plus complète et plus détaillée du taux d'exécution du programme d'action du gouvernement. Ce qui a permis au président de la République de constater avec nous les efforts que nous avons faits pour parvenir à ces résultats, à saluer la capacité du peuple béninois à obtenir ces résultats. Et c'est ça qui sème l'espérance pour l'avenir, l'espérance de notre capacité à aller au bout des préalables du développement, à aller au bout de l'équipement de notre pays, des différentes infrastructures, de tout ce qui peut faire de notre pays un grand pays, comme il a dit, un pays, un État moderne, mais il a surtout salué les réformes intellectuelles, je dirais les réformes intellectuelles et morales de notre pays, puisque nous mettons en avant d'autres vertus, d'autres qualités qui font l'apanage des grands peuples. Et je crois que c'est sur ces notes que nous devons nous arrêter pour l'étape de Cotonou qui sonne comme l'apothéose des sorties du président de la République puisque la grand-messe a été dite. L'organisation non gouvernementale Chandelier de la Paix a tenu une conférence de presse samedi dernier. Objectif, lancer officiellement les activités entrant dans le cadre de la commémoration des 20 ans d'action pour le bien-être spirituel, psychologique et psychique des populations. Plus de précisions dans ce reportage. Tant déjà que l'organisation non gouvernementale Chandelier de la Paix accompagne les citoyens dans leur développement psychologique, psychique et spirituel. Un événement que ne compte pas laisser passer sous silence le socio-anthropologue, chercheur spirituel et président de l'ONG Sylvain Adoro alias Maître Bobous. Ceci justifie cette conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur les différentes activités de l'organisation. Le développement personnel est global. D'abord, il faudrait que chaque Béninois se développe par lui-même, par sa lumière intérieure,
et par ricochet aider son entourage à se développer. Donc il se développe, il aide son milieu à se développer, le milieu va aider le pays à se développer. Donc nous appelons le développement personnel et global. Nous les dirigeons à retrouver une manière de pouvoir affronter ces situations au lieu de les fuir. Et nous leur demandons de ne jamais fuir les problèmes, parce que si vous fuyez un problème, c'est une manière de les voir encore derrière vous tous les jours. Différentes activités sont retenues dans le cadre de la célébration des 20 ans d'éveil de la conscience des citoyens. Lundi prochain, nous allons faire une journée porte ouverte pour permettre à tout le monde et à toutes les congrégations religieuses de visiter le centre, parce que le centre n'est pas là seulement pour la religion endogène. Nous allons permettre aux gens de visiter toute la maison et ils auront la possibilité de poser des questions par rapport peut-être à des images, par rapport peut-être à la façon dont la maison est construite. Et donc vous aurez la possibilité de poser des questions et de comprendre un peu. Cela peut édifier ceux qui ne maîtrisaient pas trop leur tradition. Et donc ça va commencer le lundi prochain jusqu'à vendredi. Fidèle à ses principes humanistes, l'ONG Chandelier de la Paix renforcera davantage le public afin de le préparer à aborder la nouvelle année 2021 avec sérénité. Pour ce faire, Maître Bobos confirme la tenue de la conférence de fin d'année. Le 20 prochain, nous aurons une conférence de fin d'année, la conférence de fin d'année de 2021. Et cette conférence sera très riche parce que nous allons les aider à avoir toute une notion sur comment s'affirmer, comment être libre, parce que le béninois lambda n'est pas libre de point de vue mental, de point de vue psychique, de point de vue émotionnel et de point de vue même comportement. Le béninois lambda n'est pas libre, et donc il faudrait les aider à retrouver cette liberté et à comprendre la vie autrement. Et nous allons les aider aussi à savoir profiter de l'année 2021. L'ONG Chandelier de la Paix est présente dans plusieurs pays africains et en France. Continent, dès demain mardi, les Français pourront de nouveau circuler sans attestation sur le territoire, mais un couvre-feu sera mis en place à partir de 20h. Ces dernières semaines, les attentes du gouvernement se sont multipliées. On fait le point. Panique. À partir de ce mardi, voici les règles énoncées par le gouvernement. Cette journée marque le point de départ du déconfinement partiel. Fini donc les attestations en répétition, mais à partir de 20h et jusqu'à 6h, chacun chez soi. Un couvre-feu qui tolère toutefois quelques dérogations. Parmi les exceptions du couvre-feu, se déplacer entre son domicile et son travail sera toujours autorisé, même si le gouvernement persiste et signe, lorsqu'il est possible, le télétravail reste la règle. Pour les fêtes de fin d'année, le gouvernement a tranché. Si pour le réveillon de Noël, le couvre-feu sera levé, pour le 31 décembre en revanche, c'est une toute autre histoire. Les déplacements resteront interdits entre 20h et 6h. Coup de froid pour la culture, alors que les théâtres et cinémas moins 3 semaines supplémentaires. Même sort pour les musées, pas de sortie non plus au restaurant avant le 20 janvier prochain. Mais alors, à quand la liberté ? Malheureusement, il faudra encore s'armer de patience. L'exécutif maintient sa position. L'indicateur des 5000 cas quotidiens reste l'objectif clé pour alléger la pression. Si et seulement s'il est atteint au 20 janvier, les bars et restaurants pourraient rouvrir. Les mauvais indicateurs de la pandémie de Covid-19 ont également poussé le gouvernement français à prolonger la fermeture des lieux de culture au moins jusqu'au 5 janvier. Une décision qui provoque là encore de l'inquiétude et de la colère. Les acteurs du secteur se mobilisent, ils prévoient même des actions en justice, mais certains vont encore plus loin. Suivez les précisions. Le Garnier est fermé, et même si la vie semble suivre son cours dans la capitale, serait-on vraiment en train de franchir un cap ? La culture, telle que nous la connaissons et l'avons toujours connue, est-elle vouée à disparaître ? C'est en tout cas la grande crainte que ressentent les acteurs de ce milieu depuis le début de la pandémie du Covid-19 à l'hiver dernier, et surtout avec les confinements successifs. Le milieu du spectacle vivant, par exemple, espérait une reprise le 15 décembre. Dans les salles et théâtres à faible capacité d'accueil, les répétitions, l'installation des décors, montage et puis même la billetterie et les services de communication s'activaient avec espoir.
Mais avec cette fermeture prolongée jusqu'au 7 janvier, la colère semble avoir laissé place à l'abattement. La culture est donc une fois de plus sacrifiée. Combien d'artistes ne survivront pas? Combien d'acteurs de l'écosystème culturel ne s'en relèveront définitivement pas? Combien de jeunes vont abandonner leurs rêves? Incompréhension, colère, pleurs. Pour les exploitants de salles de concerts et de théâtres, les pertes sont colossales. La moitié des emplois permanents et les 3/4 des emplois intermittents attachés au milieu du spectacle vivant seraient menacés. Dans les musées qui appartiennent à l'État ou aux collectivités locales, la catastrophe est moins flagrante. Mais les salles vides des petits musées au financement privé se traduisent par des pertes de recettes insurmontables. C'est pourquoi plusieurs syndicats et organismes professionnels ont décidé de déposer ensemble un référé liberté pour contester en justice la décision gouvernementale de maintenir leurs établissements fermés. En mars, lors du premier confinement, toute l'économie s'est arrêtée. La mesure était massive, mais équitable dans sa radicalité. Rebelote en octobre. Mi-novembre, on nous explique « la totalité des commerces vont rouvrir, mais vous restez fermés ». Et maintenant, on nous dit « face à la circulation du virus, vous restez fermés, mais eux restent ouverts ». Mais qui décide qu'il est plus important d'acheter des biens de consommation fabriqués en Chine que d'aller voir des artistes? Ce n'est plus possible. Nos avocats sont en train de compiler tous les argumentaires pour cette action qui va rassembler de très nombreuses organisations d'employeurs comme d'employés, du public comme du privé. Pourtant, il semblerait que certains acteurs du milieu culturel se soient déjà mis à anticiper une forme nouvelle de société dans laquelle la culture serait chamboulée et où certains de ses aspects pourraient disparaître purement et simplement. Le réalisateur Mathieu Kassovitz en fait notamment partie. Excusez-moi, mais ce n'est pas essentiel dans la situation dans laquelle on est. Ce n'est absolument pas essentiel. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder des films à la maison, vous avez des livres à la maison. Je vais faire crier les gens avec qui je travaille, mais je pense que le futur du cinéma n'est plus là. C'est comme se battre pour qu'une espèce animale ne disparaisse pas. Les salles de cinéma sont vouées à disparaître quoi qu'il se passe. Et là, c'est un accélérateur. Le cinéma va évoluer, comme la société évolue, mais le plus important, c'est de voir comment on va se sortir de ça. Moins radical, le fondateur de la chaîne Arte et président du festival Premier Plan à Angers, Jérôme Clément, considère qu'il s'agirait alors, en faisant plus que jamais travailler l'imaginaire et la créativité, de réinventer la culture avec notre temps et ses contraintes. Des trésors d'imagination sont déployés pour tenter de survivre dans cette période insensée. Parfois, la contrainte est créatrice. Tirons parti de ces situations. Si cette pandémie nous permet de réfléchir à ces questions et de prendre conscience dans notre isolement de la nécessité de rebâtir une vie collective plus riche, plus libre, plus épanouie, alors nous aurons fait de ce mal un bien, tout du moins nous aurons mis à profit ce temps que nous croyons perdu pour penser à un monde meilleur dont nous aurons défini ensemble les priorités. Une note positive qui contraste néanmoins avec le moral des acteurs de la vie culturelle qui voient leur milieu sombrer un peu plus jour après jour. En France, toujours après un week-end consacré aux 5 ans de l'accord de Paris, Emmanuel Macron a rendez-vous aujourd'hui par visioconférence avec les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Le chef de l'État français avait lancé cette consultation inédite lors de la crise des gilets jaunes déclenchée par la création d'une taxe carbone sur les carburants. Les échanges risquent d'être très animés. La discussion sera franche et directe selon l'entourage du président. 150 citoyens ont été tirés au sort pour participer à cette convention citoyenne pour le climat. Ils ont pour mission de proposer une série de mesures qui permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990. La dernière rencontre entre les membres de cette assemblée et le président remonte au mois de juin à l'Élysée. Depuis, les citoyens qui se sont penchés sur le dossier pendant 9 mois ont manifesté leur amertume et pointé du doigt un manque d'ambition générale et de soutien clair à leurs travaux. Dans une tribune publiée dans Le Monde, le militant écologiste Cyril Dion appelle Emmanuel Macron à tenir ses engagements. La catastrophe est maintenant à nos portes et il sera bientôt trop tard pour éviter le pire. Par-dessus tout, nous vous le demandons parce que nous croyons toujours, même si c'est un peu vieux jeu, que tenir sa parole pour un président de la République, c'est le socle de nos démocraties. Les échanges risquent d'être tendus puisque les propositions seraient menacées de détricotage. En effet, le chef de l'État avait déjà évoqué sa volonté de reprendre 146 des 149 propositions de la CCC.
Des mesures qui devraient par la suite être reprises dans le projet climat présenté en 2021 au ministre puis au Parlement. Parmi elles, l'interdiction de louer des logements très mal isolés, renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants ou encore taxer davantage le carburant pour l'aviation de loisirs. Depuis quelques mois, Emmanuel Macron envoie des signaux plutôt négatifs concernant la CCC, ce qui a crispé particulièrement les esprits avant l'échéance. J'ai 150 citoyens, je les respecte, mais je ne vais pas dire que ce qu'ils proposent c'est la Bible ou le Coran. Emmanuel Macron avait déjà fait grincer des dents en septembre concernant la demande de moratoire sur le déploiement de la 5G. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. On va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G, parce que c'est le tournant de l'innovation. Face aux critiques, l'exécutif déclare avoir été pris par la crise du Covid-19 qui aurait concentré tous les efforts du gouvernement. Une pandémie qui a notamment conduit l'État français à octroyer des milliards d'aides à des secteurs très polluants, tels que l'automobile ou l'aéronautique. Une situation qui a contribué à reporter et à infléchir certaines propositions de la CCC. Mauvais élève lors de la COP21, la France et l'Union européenne se sont accordés pour réduire d'au moins 55% leurs émissions de CO2 d'ici à 2030. Le bilan écologique de Paris est mauvais. Reste à voir si la France sera à la hauteur de ses engagements l'année prochaine. Et puis aux États-Unis, les 538 grands électeurs doivent formaliser aujourd'hui la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Mais cette année, le vote revêt une importance particulière face au refus obstiné de Donald Trump de reconnaître sa victoire. Ils sont 538 et ils ont une responsabilité immense, celle de désigner le futur président des États-Unis. Les grands électeurs votent ce lundi et selon les projections des médias américains, 306 d'entre eux devraient choisir Joe Biden, attestant des résultats de l'élection présidentielle dans les différents États américains. D'habitude, c'est une formalité, mais cette année, avec les accusations du camp républicain dénonçant une fraude lors de l'élection, le déroulement du vote va être surveillé avec attention. Donald Trump, qui n'a toujours pas concédé sa défaite, a échangé avec des journalistes à ce sujet. C'était à la fin du mois de novembre. Si le collège des grands électeurs vote pour Joe Biden le 14 décembre, concéderez-vous l'élection ? Ce sera très difficile à admettre car nous savons qu'il y a eu une fraude massive. Quant à savoir si je peux ou non faire avancer cette machinerie rapidement, parce que le temps ne joue pas en notre faveur. Tout le reste est de notre côté, et les faits sont de notre côté. Il s'agit d'une fraude massive. Monsieur, juste pour être clair, si le collège des grands électeurs vote pour Joe Biden, allez-vous concéder ? S'ils le font, ils feraient une erreur, car cette élection était une imposture. Pour que vous compreniez bien, cette élection était une imposture. La question est donc de savoir si ces accusations de fraude relayées par le locataire de la Maison-Blanche peuvent trouver un écho parmi les grands électeurs républicains et s'ils pourraient être tentés de ne pas suivre les résultats annoncés dans certains États. Selon la plupart des analystes cités dans les médias américains, cela est très improbable. Déjà parce que dans une trentaine d'États, la loi oblige les grands électeurs à suivre le vote populaire. D'autre part, car les trahisons sont rarissimes dans l'histoire. Un chiffre pour en témoigner, sur les 23 507 votes des grands électeurs lors des 58 élections présidentielles, seuls 90 votants ont changé leur vote. Ce fut notamment le cas en 2000, lorsque la démocrate Barbara Letts-Simmons s'était abstenue. Les suppositions vont bon train aux États-Unis, certains estimant que Donald Trump et ses équipes agissent en coulisses pour influencer tel ou tel grand électeur. En 2016, un appel à la révolte des opposants à Donald Trump n'avait rien donné. La victoire du milliardaire avait été confirmée par le collège électoral. Une chose est sûre, pour inverser la tendance et l'issue du scrutin, Donald Trump aurait besoin cette année d'une quarantaine de revirements de la part de grands électeurs. Pour connaître l'issue, il faudra peut-être patienter jusqu'au 6 janvier. C'est le jour où le Congrès doit annoncer officiellement le nom du vainqueur. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.